Innombrables sont les manifestations de la volonté divine. Innombrables aussi les événements qu'ils accomplissent contre notre attente. Ceux que nous attendions ne se réalisent pas, ceux qu'on n'attendait pas, un Dieu leur fraye la voie. Sophocle, Échille et Euripide ont vraiment essayé de lire l'histoire par rapport à ce que peut être un sens, quel sens on peut donner à ce qui arrive. C'est pas du tout une œuvre qui s'immerge simplement dans la vie quotidienne ou dans le détail de l'histoire ou dans les problèmes qui se posent. C'est une œuvre qui est bien entendu immergée là-dedans, mais qui prend toute une distance par rapport à ça. Et ça me paraît tout de même, c'est pas capital d'essayer de comprendre comment ils ont lu ce sens à partir de là. Et c'est à partir de cette lecture qu'ils ont faite que nous pouvons, je sais pas, retrouver des choses ou en projeter ou être passionnés par le déchiffrement de cette lecture. Et que par exemple, si on lit Euripide, moi il me semble que la vision qu'Euripide a de l'histoire, c'est quand même celle d'une espèce de vraiment catastrophe et qui fait qu'il sent obscurément que ce système ne va pas durer, que ça a été un système magnifique, que ça a été une très belle construction, et c'est vrai que tout le monde est émerveillé, les Allemands l'ont été, ça leur a servi de modèle par la construction grecque, mais qu'il a le sentiment que cette construction est proche de sa fin et que le système va s'effondrer. Euripide occupe une place un petit peu à part dans l'histoire de la tragédie grecque. On peut dire d'une certaine manière que c'est le dernier des tragiques. Pourtant, d'un point de vue chronologique, il est exactement contemporain de Sophocle. Il est exactement contemporain de Sophocle et les deux dernières pièces de Euripide qui sont posthumes sont contemporaines tout à fait. Elles datent des 5 dernières années du 5e siècle, sont contemporaines de la dernière pièce posthume aussi de Sophocle. Et pourtant, il y a une grande différence entre Échille et Sophocle d'une part et Euripide de l'autre. Alors, cette grande différence, on peut la dire de toutes sortes de manières, mais on pourrait la dire simplement de cette manière. Euripide est au fond nettement plus moderne, en mettant tous les guillemets qu'on veut, et il est certainement beaucoup plus critique vis-à-vis de la cité que Échille et Sophocle. La tragédie d'Échille a un petit peu contribué à l'édifice de la cité, puisqu'elle elle raconte de plusieurs manières, au fond, quels sont les arrangements auxquels on est arrivé pour constituer l'édifice politique de la cité. La tragédie de Sophocle, elle est nettement plus religieuse, c'est-à-dire qu'elle pose au fond les problèmes du sens de la cité et du sens de toutes les valeurs sur lesquelles s'est construite la cité en les référant à un ordre religieux. Et la troisième, donc l'œuvre d'Euripide, elle, est nettement plus historique et politique d'orientation. Historique, c'est-à-dire par exemple qu'on a pu montrer pour beaucoup de pièces d'Euripide à quel point elles sont un écho très précis des événements historiques qui se passaient à l'époque où Euripide écrivait. L'histoire de la tragédie grecque est exactement contemporaine du plein épanouissement de la cité, puisqu'on sait que les premières tragédies datent en gros de la seconde moitié du VIe siècle, et elles s'achèvent exactement avec la fin du Ve siècle. Il n'y aura plus de grandes tragédies grecques après le Ve siècle. Donc elles sont tout à fait contemporaines de la cité. Elles sont contemporaines de la cité et elles interrogent au fond la cité, elles lui renvoient une espèce de miroir de ce qu'est la cité, des problèmes qu'elle rencontre, de sa constitution, puis de ses difficultés avec Euripide. La tragédie grecque est de cette manière, au fond, une forme tout à fait originale, dont on n'a jamais connu l'équivalent depuis, où c'est la cité tout entière, puisque tout le monde venait assister à la tragédie grecque, et il semble qu'il y ait eu énormément de spectateurs,
dans un des derniers témoignages que nous ayons, qui est celui du banquet de Platon, il est question de 30 000 spectateurs. On ne sait pas si ce chiffre est exagéré ou s'il est réel, mais en tout cas, la cité grecque dans son ensemble venait assister à la tragédie, qui était la représentation donc des problèmes moraux, religieux, politiques que rencontrait la cité. Alors, dans cette tragédie, si on la conçoit comme un miroir de la cité, il y a une question qui a beaucoup intrigué et qui se pose effectivement, c'est que on sait très bien que dans la cité grecque, les femmes ne jouaient aucun rôle politique, qu'elles étaient exclues de toutes les grandes décisions et qu'il y avait un partage assez clair entre la vie publique dont le lieu symbolique était l'agora, c'est-à-dire la place publique, qui était entièrement assumée par les hommes, et la vie domestique, dont le lieu symbolique réel est l'oikos, c'est-à-dire la maison, qui relevait plutôt des femmes. On ne peut même pas dire de la juridiction des femmes, puisque dans cette oikos, il y avait les enfants, et qu'au fond, toute l'éducation des enfants était bien entendu réglée sur les besoins de la cité. C'est-à-dire que les femmes s'occupaient des enfants tout petits, puis qu'à partir de 7 ans, les enfants étaient pris en charge par un pédagogue, et qu'ensuite toute leur éducation était pensée en fonction des besoins de la cité. Or, quand on regarde la tragédie, on ne peut qu'être étonné par le fait que dans la tragédie grecque, les femmes jouent un rôle considérable, qu'elles jouent un rôle beaucoup plus important, bien entendu, que dans la vie réelle. Et on s'est beaucoup interrogé sur cette différence. Alors, un des meilleurs exemples pour essayer de penser cette différence, et la raison de cette différence, c'est Euripide, puisque des 3 tragiques, c'est Euripide qui, de très loin, a fait la plus grande place aux femmes. Il y a beaucoup de pièces dont le personnage principal est une femme, beaucoup plus que chez les autres. Il est évident que la tragédie d'Euripide est beaucoup plus féminisée que la tragédie d'Échille et de Sophocle. Et ça, de toute façon, nous pouvons en être sûrs, puisque quelqu'un qui est un très bon témoin comme Aristophane, le grand poète comique, a justement beaucoup reproché à Euripide d'avoir féminisé la tragédie, de l'avoir par conséquent désathénisée d'une certaine manière, d'avoir fait trop de place aux femmes, et en particulier, dit Aristophane, aux mauvaises femmes, à celles qu'il appelle les intellectuelles et les prostituées, c'est-à-dire finalement des femmes dont on n'aurait pas dû parler. On aurait dû parler, par exemple, dit Aristophane, des Pénélopes, des femmes qui étaient tout à fait conformes à l'image que la cité voulait d'elles. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre pourquoi Euripide, qui est le plus critique des 3 tragiques, est aussi celui qui, de très loin, a fait la plus grande part aux femmes. Donc, en émettant l'hypothèse qu'il y a un rapport structurel très important entre la critique politique d'Euripide et la place qu'il donne aux femmes. Alors, pas du tout pour dire, par exemple, ce qui me paraît un anachronisme insoutenable, qu'Euripide serait féministe. Je ne vois pas quel sens le mot pourrait avoir à l'époque. Mais ce qui semble évident, c'est qu'en tout cas Euripide s'est servi des personnages des femmes pour construire sa critique de la cité, ou en tout cas pour faire passer sa vision de la cité. Et alors il s'est servi des femmes de plusieurs manières. D'une part, on peut remarquer que toutes les femmes d'Euripide, enfin, beaucoup des femmes d'Euripide, sont des femmes qui sont des femmes extrêmement lucides, qui parlent, qui ne sont pas seulement, comme dirait Périclès, des femmes dont on parle, mais c'est des femmes qui sont capables de parler, qui sont capables de tenir un discours, et qui ont un discours extrêmement lucide et vigilant, c'est-à-dire qu'elles ne se bornent pas simplement d'accomplir la fonction qui est la leur, ou de protester contre cette fonction, mais elles disent ce qu'elles ont à dire sur les discours que les hommes tiennent, sur la manière dont ils se comportent, sur la manière dont ils conduisent, par exemple, l'histoire. Et donc, on peut dire qu'il y a chez Euripide un point de vue féminin sur les événements. Moi, il me semble qu'on pourrait souvent
expliquer ce qui se passe dans la tragédie grecque et le tragique de la tragédie grecque en disant qu'il y a une reconnaissance de la nécessité d'une évolution historique, mais en même temps avec chaque fois le soupçon que cette évolution historique représente une perte inestimable. On perd quoi? On perd quelque chose qu'il y avait dans l'ordre ancien qui ne peut peut-être pas durer, mais qui représentait peut-être une forme de vie supérieure, ou en tout cas qu'on ne peut que regretter. Les femmes d'Euripide qui viennent sur scène viennent toujours en s'excusant de venir sur la scène et en justifiant le fait qu'elles viennent parler, c'est-à-dire le fait qu'elles sortent de chez elles. Elles disent « je sais bien », par exemple Médée dit ça, « je sais bien que ça ne se fait pas de sortir de chez soi, je sais bien qu'une femme ne doit pas venir à l'extérieur, mais j'ai des raisons très profondes de le faire, et les raisons qu'elles ont de le faire, c'est ou bien qu'il y a vraiment une parole qu'il faut qu'elles prononcent, ou bien qu'elles se feront... On va continuer à dire du mal d'elles si elles ne prennent jamais la parole pour rétablir les choses. Donc il y a chez les femmes d'Euripide la conscience très précise que, enfin, c'est une espèce de situation de rupture où elles ne peuvent plus continuer à rester à l'intérieur. Il faut vraiment, elles ont besoin de parler. Mais elles ont besoin de parler précisément parce qu'elles sont tenues dans une position fausse ou qu'elles ne peuvent pas continuer à rester. Elles ne peuvent pas ne pas venir dire ce qu'elles ont à dire dans la situation actuelle. D'ailleurs, quelquefois, il y a vraiment besoin qu'elles le disent. Bon. Et en même temps, elles savent très bien à quel point c'est transgressif par rapport à l'ordre dans lequel elles s'inscrivent. Elles représentent les exclus, elles représentent celles qui ne comptent pour rien, elles représentent celles, dont on prend les enfants sans rien leur dire. Donc elles sont totalement exclues. Ce qui n'est pas le cas du tout chez Échille et chez Sophocle. Chez Euripide, finalement, les femmes sont beaucoup plus déniées et du coup, elles s'affirment beaucoup plus qu'elles ne sont chez Échille et chez Sophocle. Il faut faire une différence entre ce qui était réellement la vie quotidienne ou la vie religieuse de la cité et puis des discours officiels qui sont devenus de plus en plus importants à mesure, par exemple, qu'Athènes s'est trouvée engagée dans des expéditions qui étaient plus ou moins douteuses. Bon, par exemple, la pratique de l'oraison funèbre dont a parlé Nicole Leroux, qui est très frappante parce que c'est un discours officiel, c'est pas du tout comme la tragédie, quelque chose qui est... La tragédie, c'est quand même, comment est-ce qu'on peut dire, c'est très ambigu, hein, c'est la cité contestée, quand même remise en question. Il y a toute une structure... on peut dire d'opposition dans la tragédie, hein, puisque par exemple les personnages s'affrontent et opposent des thèses différentes. Bon, d'une part, il y a la voix des personnages et il y a la voix du cœur, qui ne s'identifient pas du tout les unes aux autres. Les personnages sont engagés dans l'action, le cœur a normalement toujours du recul. Donc il y a la voix de ceux qui sont dedans, la voix de ceux qui sont à l'extérieur. Il y a la voix du présent et il y a la voix du passé. Donc la tragédie, c'est une structure qui est une structure profondément... questionnante, si on veut. Hein. C'est pas un joli mot, mais c'est profondément questionnant. Tandis que si on pense, par exemple, à des discours officiels, comme ceux de l'oraison funèbre qu'on prononçait à l'occasion des guerres, ça, c'est pas du tout questionnant. C'est une espèce de discours très, très autosatisfait, qui reconstitue toujours une espèce d'image d'Athènes très, très consistante et très cohérente. Et alors, c'est là-dedans, dans ce genre de discours, à ce moment-là, que les simplifications se font. Je me demande si, au fond, la tragédie d'Euripide n'est pas contemporaine, puisque finalement l'essentiel de la production d'Euripide est contemporaine de la guerre du Péloponnèse, qui commence en 431. Bon, si la tragédie d'Euripide, critique comme elle l'est, n'est pas justement contemporaine de cette époque de l'oraison funèbre, ou de l'époque où l'image d'Athènes finalement se crispe un petit peu sur elle-même et pour justifier le fonctionnement, pour dire les choses très vite, hein, avec des guillemets impérialistes d'Athènes, par exemple, qui est celui de la fin du 5e siècle, et qui est plus du tout l'Athènes des premiers temps, enfin l'Athènes de Solon et de Clisthène, l'Athène qui essayait de se constituer comme un système démocratique. Si la tragédie nous parle autant maintenant, si on a l'impression qu'elle continue à avoir du sens pour nous, alors de toute façon ça c'est tout le problème du sens des œuvres d'art, c'est le problème auquel se heurtait Marx, qui disait que ce qui lui posait une question, c'était le fait que des œuvres anciennes continuent à avoir tellement de signification pour nous aujourd'hui. Parce qu'il disait, si
Si les œuvres anciennes ne sont que, je ne sais pas quoi, la manifestation des conditions de production de l'époque, ou si elles sont tellement ancrées dans leur époque, alors à ce moment-là, une fois que les conditions qu'ils ont vues naître ont disparu, il n'y a aucune raison qu'elles nous parlent maintenant. Bon. Alors c'est pour ça que moi je crois que pour la tragédie grecque, c'est la même chose. Si bien que ça amène à deux lectures de la tragédie grecque. Il y en a une qui fait que, évidemment, on ne peut rien comprendre à la tragédie grecque, comme à aucune œuvre, sans essayer de se remettre le plus qu'on peut, parce qu'évidemment on ne le peut jamais, hein, dans l'époque où elle est née, bon, de comprendre ce que signifient, je sais pas, les allusions, les références, les résonances des mots à l'époque, bon, de façon très précise. Mais en même temps, il y a autre chose qui est que il est bien évident que, au-delà de ce sens qui s'inscrit très précisément dans l'époque, bon, et de façon très précise, parce que d'une certaine manière, on ne comprend rien à Euripide si on ne sait pas à quels événements précis se référer, ou à quel courant de pensée, ou à quel discours, par exemple. C'est vrai tout de même que ce qui reste, c'est que la tragédie, quand nous la lisons aujourd'hui, bon, comme toutes les grandes œuvres d'art, elle nous parle, même si elle parle à des gens qui ne connaissent pas le grec, par exemple. Même en traduction, elle continue à parler. Donc ça signifie bien qu'il y a là quelque chose qui transcende infiniment les conditions très précises ou de l'époque. Et à quoi ça tient? Ça tient au fait que, bien entendu, tous les grands créateurs ne seraient pas tels s'ils ne prenaient pas des distances à partir de ce qui se passe, s'ils n'essayaient pas de faire une lecture de ce qui se passe, une lecture de leur propre époque, une lecture de leur expérience, à partir d'un point de vue qui est très souvent un point de vue forcément un peu marginal, bon, ou un point de vue qui domine un petit peu. Mais un malheur s'est abattu sur moi à l'improviste et m'a brisé l'âme. C'en est fait de moi. J'ai perdu la joie de vivre et je désire mourir, mes amis. Celui en qui j'avais mis tout mon bonheur, je ne le sais que trop, mon époux, est devenu le pire des hommes. Chez Euripide, je crois qu'il y a peut-être plus, paradoxalement, plus encore que chez Éschyle et Sophocle, toute une part qui tombe, qui est du langage de l'époque. Il y a plus de... il y a plus de discours marqués, il y a plus de... On peut dire, par exemple, il y a des passages plus faibles, bon, il y en a plus, mais les questions restent posées. Ce qui l'intéresse, c'est ce discours qu'on tient à son époque. Quel est le sens de ce discours? Et qu'est-ce qu'on peut faire de ce discours? Et ce que disent les femmes d'Euripide, c'est, au fond, ce discours ne correspond pas à la réalité. Ce n'est plus un discours juste. Enfin, alors, par exemple, les femmes d'Euripide, elles sont très intéressantes pour ça, parce qu'au fond, elles sont sophistes à leur manière, et elles disent, avec les discours, on peut dire n'importe quoi. Nous, on croit que la réalité est simple, mais les discours... Bon, on peut défendre le blanc et le noir dans les discours, on peut leur faire dire n'importe quoi, elles ne croient plus au discours du tout, et elles s'interrogent les discours. Alors, la pièce se passe à Corinthe, c'est la fin de l'histoire de Médée, nous sommes très longtemps après l'épisode des Argonautes et la conquête de la Toison d'Or, après toutes sortes d'épisodes. Bon, Jason et Médée arrivent à Corinthe, et Jason, qui apparemment n'a toujours pas de pouvoir, donc la Toison d'Or ne lui a servi à rien, pense avoir le trône de Corinthe en épousant la fille du roi de Corinthe, Créuse, voilà. Parce que dans les versions traditionnelles, elle s'appelait Glauquée, et chez Euripide, elle s'appelle Créuse. Et à ce moment-là, donc il écarte Médée, il veut la bannir de la ville. Médée ne comprend pas la trahison de Jason. Elle est totalement démontée par ça. Elle essaie de s'en expliquer avec lui dans un agone qui est tout à fait célèbre, où ils s'opposent, ils s'affrontent très violemment l'un avec l'autre. Médée comprend à ce moment-là qu'il n'y a rien à faire, que Jason n'acceptera pas, et tout ce qu'elle essaie d'obtenir, elle essaie d'obtenir du roi de la ville, qu'il lui laisse un jour de délai avant son exil. Et pendant ce jour de délai, alors elle imagine sa vengeance. Et sa vengeance, elle se fait en deux temps. Dans un premier temps, elle envoie à la fille du roi, qui est très coquette, un vêtement magnifique,
qu'elle a rapporté avec elle, donc un vêtement qui est plein de prestiges orientaux et qui est aussi empoisonné. Vêtement tel que quand la fille du roi va le revêtir, séduite par la beauté du vêtement, elle va brûler vive et que son père qui vient tenter de la secourir brûle avec elle. Enfin, le poison s'attache à lui et ils brûlent tous les deux, ils sont entièrement détruits. Ça, c'est la première phase de la vengeance. Et la seconde phase, c'est celle qu'a inventée Euripide, c'est que Médée tue ses 2 enfants. Et c'est en général ce qui n'est pas compris et passe au compte de la barbarie de Médée. Alors c'est là-dessus que j'essaie d'expliquer pourquoi Médée en vient au fait de tuer ses propres enfants, quel est le sens de ce geste. Et il faut dire, pour montrer que ce geste a tout de même bien un sens pour Euripide, que la pièce s'achève par le fait que le char du soleil, qui est l'ancêtre de Médée, vient sur scène à la fin, au moment où Médée pourrait être punie gravement de ce qu'elle a fait, et enlève Médée triomphante sous les yeux de Jason, qui reste, lui, sur scène, qui reste à terre, pendant que Médée subit une espèce d'apothéose, dans le char du soleil, dans le char de son ancêtre, le soleil. Médée est une pièce, une des premières pièces qui nous reste d'Euripide. Alors, c'est une figure qui est constituée par Euripide parce que Échille et Sophocle, ils avaient aussi déjà touché à Médée, mais ils avaient touché à Médée surtout pour tous les épisodes glorieux de la légende auxquels Médée avait été mêlée, puisque Médée est un personnage qui fait partie de la légende de Jason et des Argonautes, c'est-à-dire de toute la légende de la Toison d'Or, qui est une légende dorée, avec un voyage glorieux de Jason qui part à la conquête de la Toison d'Or. Donc c'est une histoire de conquête sur l'Orient, où Jason réussit à avoir donc les prestiges de la Toison d'Or pour s'assurer le pouvoir. Et en fait, ni Échille ni Sophocle n'avaient proposé une pièce sur la fin de tout cet épisode des Argonautes, c'est-à-dire sur le séjour de Médée à Corinthe. Alors, il faut expliquer un peu ce que c'est que cet épisode de Médée à Corinthe. C'est tout à fait autre chose que la légende de la Toison d'Or. C'est un épisode très sombre qui présente une Médée abandonnée par Jason. Un Jason qui n'est plus du tout un héros glorieux, mais c'est un personnage assez sinistre qui veut s'établir, faire un vrai mariage avec la fille du roi de Corinthe et qui trahit Médée, qui pourtant lui a permis d'avoir la Toison d'Or, Médée qui l'a arrachée à sa terre natale, et il l'a trahi pour s'établir. Et surtout aussi, ce qu'Euripide a inventé, parce qu'il semble bien, enfin on est sûr que c'est son invention, c'est le fait que Médée soit infanticide. Et alors, la façon dont Euripide a choisi de traiter Médée est vraiment tout à fait caractéristique de son choix. D'une part, il choisit ce qu'on peut appeler l'envers de la légende, c'est-à-dire le tragique, au fond, des bilans. Et dès le prologue, qui est un prologue très sombre, le prologue de Médée, on voit la nourrice regretter pendant 50 vers, à l'irréel du passé, tout ce qui jusqu'ici était toujours apparu comme une expédition miraculeuse, c'est-à-dire toute l'histoire de la légende dorée des Argonautes et de la conquête de la Toison d'Or. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est qu'Euripide, systématiquement, marque son point de vue, qui prend l'histoire, on peut dire, au reflux de l'épopée. Quand l'histoire change de signe, quand la gloire se dissipe, quand, pour reprendre l'expression du tragique racinien, on peut dire que tout a changé de face. Et la nourrice de Médée, d'ailleurs, dit quel changement depuis les temps passés. Les serments, la foi jurée, tout cela est aujourd'hui lettre morte. Le héros des Argonautes ne se soucie, comme je l'ai dit tout à l'heure, que d'établissement. Il n'est même pas amoureux de la jeune Créuse, il veut simplement assurer son avenir, ne manquer de rien, comme il le dit, ni pour lui, ni ses enfants. Et c'est une véritable dégradation. C'est atroce, c'est absolument atroce ce qui se passe. Enfin, c'est une dégradation, mais Euripide fait toujours ça. Il dégrade toutes les figures héroïques masculines traditionnelles. Et d'autre part, ce qu'Euripide fait aussi, qui est très important, puisqu'on est quand même au début de son œuvre, du moins de l'œuvre qui reste, c'est qu'il oppose très fortement avec Jason et Médée le grec et la barbare. Euripide renverse totalement la hiérarchie qui était d'habitude, enfin pour un Athénien classique, celle barbare et grecque. Hiérarchie qui est établie par exemple depuis les guerres médiques, puisque les Athéniens pensaient que s'ils avaient réussi à défaire les Perses, qui étaient beaucoup plus nombreux et beaucoup plus riches qu'eux,
C'est parce qu'en fait, eux, avec leur démocratie, les valeurs qui étaient les leurs, croyaient à la liberté, qu'ils étaient capables de se déterminer eux-mêmes, alors que les barbares, qui obéissaient à un roi, étaient des personnages serviles, anarchiques, et qui, par conséquent, ne pouvaient pas résister à la puissante organisation grecque. Et ici, alors, ce qu'on voit et qui est tout à fait étonnant, c'est que du côté, dans cette fameuse scène d'Agone, du côté de Médée la barbare, il y a, par exemple, la croyance à la parole donnée, au serment, la croyance au Dieu, la croyance au lien d'homme à homme, ou au lien d'homme à femme. Donc elle croit à une espèce de fraternité, de communauté, de paroles reçues, d'humanité. Elle croit aussi, par exemple, à l'importance de la terre natale, du père, du frère, même si elle a trahi son père et son frère, elle a même tué son frère de façon abominable, mais c'était par amour, pour Jason, qu'elle avait renoncé à tout ça. Alors du côté de Jason, au contraire, il y a l'intérêt du moment, le refus de reconnaître sa dette, tout cela avec une mauvaise foi qui est soulignée très fortement par le texte. Et par exemple, alors il y a une argumentation de Jason qui est très intéressante, c'est que Amédée qui lui oppose « j'ai tout quitté pour toi et j'ai tout sacrifié pour toi » et qui pense avoir droit tout de même à quelque chose en échange, Jason répond qu'il ne lui doit rien du tout, puisque si Médée a tout sacrifié pour lui, c'est que, version grecque, version athénienne sur les femmes, c'est pas du tout qu'elle a un mérite quelconque, c'est qu'elle n'a été qu'un instrument d'Aphrodite, et que par conséquent, s'il doit avoir de la reconnaissance va tout droit à Aphrodite, et que Médée n'est qu'un pur instrument, elle n'a ni existence ni autonomie, les femmes sont purement et simplement les instruments d'Aphrodite. Et surtout, et c'est là que le texte d'Euripide est peut-être le plus dur, de toute façon, à supposer que Jason doive quelque chose à Médée, il trouve qu'il a largement payé sa dette, puisqu'il lui dit littéralement qu'il lui a offert la Grèce en échange de sa terre barbare. Et alors, comme dans cette scène, on voit la confrontation du grec et du barbare, on peut mesurer ce que vaut le grec contre le barbare. Alors, effectivement, dans ce troc que Jason estime très avantageux, on s'aperçoit que Médée a tout perdu. Et alors, il précise les choses et lui dit qu'elle a gagné la Grèce en échange de la barbarie, c'est-à-dire qu'elle a gagné ce qu'il appelle la dikée, la justice, et les nomoi, c'est-à-dire les lois, alors que les barbares sont sans loi, anarchiques. Or, on voit en fait que le comportement de Médée obéit à beaucoup plus de lois, mais des lois non écrites, mais des lois qui ont véritablement force de loi, alors qu'en fait, Jason trahit, est purement et simplement un traître. Et puis alors, c'est pas tout. Comme dernier argument, elle lui dit, puis de toute façon, tu as beaucoup de chance, parce que si tu ne m'avais pas suivi, on n'aurait jamais parlé de toi. Et finalement, c'est ça la valeur la plus importante, c'est la doxa, c'est que finalement, il est question de vous, et tout ce qui intéresse Jason, au fond, c'est de faire du bruit. On peut dire que ce qu'on voit dans cette confrontation entre femmes-hommes, barbares grecs, ce qui devrait être primitif contre être civilisé, ça devient en fait, l'être primitif est un être de sentiment, de confiance, contre un être d'institution, de pouvoir, de duplicité. Et que, bien entendu, ici, on peut dire que masculin, féminin, grec et barbare se redoublent au profit d'un féminin et d'un barbare. Finalement, on peut dire... Alors ça pose la question, est-ce qu'au fond, toutes les femmes, pour les Grecs, ne sont pas d'une certaine manière des barbares, puisque de toute façon, elles ne participent pas à la grande élaboration du logos grec, enfin de la raison grecque et la participation à la vie civique. Il y a un mot chez Euripide qui veut dire la folie, moria, et ce mot chez Euripide ne s'emploie pratiquement que pour les femmes et que pour désigner la folie sexuelle. Alors en fait, le sexe chez les Grecs, c'est le privilège des femmes, enfin dans l'époque classique, parce que c'était pas du tout comme ça. Chez Homère, c'est le contraire. Chez Homère, c'est les hommes qui éprouvent du désir pour Hélène. Hélène, au contraire, n'a pas de désir du tout, jamais. On ne voit jamais Hélène avoir du désir. Dans l'époque classique, c'est exactement l'inverse. C'est les femmes qui sont enragées, possédées par... Et non, les hommes, eux, ils sont toujours raisonnables. Ils ne sont pas du tout... Il n'y a pas de Dieu qui possède les hommes. Et conscients de ce qu'ils font. Ah oui, conscients de ce qu'ils font. Les femmes sont inconscientes.
Sauf chez Euripide. Quand elles entendent les hommes parler, alors les hommes qui sont si fiers de leur discours, et c'est ça la manifestation de leur logos, enfin du fait qu'ils ne sont justement pas des barbares, les femmes repèrent toujours dans le discours les duplicités, les mensonges, les trahisons, le fait que les mots c'est une chose mais la réalité c'en est une autre, et que ces mots dont ils se targuent en fait ne correspondent pas du tout à la réalité. Et ça, c'est ce qu'on voit aussi dans le dialogue entre Jason et Médée, c'est que Jason dit « moi je suis fier d'être grec, j'ai la diké et nomoi », au moment où il est absolument injuste et absolument, c'est pas, il n'obéit à aucune loi, la seule loi à laquelle il obéit, c'est son intérêt privé. Mais ça, c'est parce que c'est l'époque de la guerre du Péloponnèse, et que dans la guerre du Péloponnèse, les Grecs se sont comportés de façon tellement sordide, enfin ça a été terrible. Dans cette espèce de carence de l'héroïsme masculin, bon, alors finalement, les seuls personnages, c'est ce que je vais essayer de montrer, les seuls personnages qui ont un peu de grandeur, c'est les femmes. D'ailleurs, c'est ce que je voulais dire pour Médée, parce que dans toute cette scène, il faut ajouter à cet échange et à cette confrontation de thèmes autre chose qui est tout à fait remarquable, c'est que tout l'héroïsme, toute la grandeur, et ça se voit dans le vocabulaire, hein, tout cela est stylistiquement du côté de Médée. Et alors ça, tous les commentateurs ont remarqué, ils se sont d'ailleurs beaucoup étonnés, comment se fait-il que pour parler de Médée, Euripide utilise un vocabulaire épique, alors que normalement, celui qui devrait avoir droit au vocabulaire épique, c'est Jason. Donc le grand personnage, hein, c'est le personnage généreux, violent, avec une grande nature. Le texte a un très beau mot, il dit les grandes entrailles, c'est Médée. Et de l'autre côté, il y a une espèce de héros embourgeoisé et tartuffe, quoi. Alors bien entendu, bon, on ne peut pas régler la question de Médée simplement comme ça en disant que Médée est un personnage positif et que Jason est un personnage négatif. Et la preuve qu'on ne peut pas dire de Médée que c'est un personnage positif, c'est que Médée, bon, la Médée de Euripide est aussi cette Médée atroce, infanticide, bon, et qui fait peut-être un des actes de transgression les plus violents que la scène ait connus. Et acte si violent que Jason va dire... Cette phrase étonnante, à la fin, « jamais une grecque ne l'aurait fait ». Donc là, la barbare revient en force, et elle revient avec un acte de barbarie. Et évidemment, ça pose une très grosse question. Comment est-ce qu'on peut comprendre à la fois que dans la même pièce, Euripide présente une barbare positive, dans l'agone avec Jason, et en même temps une barbare atroce, terrifiante, quoi. À la fois, elle porte la pitié à son comble, parce qu'elle est abandonnée de façon tout à fait scandaleuse, loin de chez elle, alors qu'elle a brûlé tous ses vaisseaux derrière elle, et en même temps, elle porte la terreur à son comble, si la pitié et la terreur, c'est les deux ressorts de la tragédie, dans ce qui se passe à la fin. Les prestiges de la Médée d'Euripide, ce n'est pas des prestiges occultes du tout, hein, des prestiges d'une sorcière, mais c'est au contraire les prestiges de la plus grande force et de la plus grande lucidité. Cela dit, encore une fois, ça ne veut pas dire du tout que c'est un héros positif. Ça ne peut pas être un héros positif, parce que ce qu'elle fait à la fin est insupportable pour tout le monde, hein, l'idée qu'elle tue ses enfants. Il n'empêche que dans la pièce d'Euripide, elle est quand même reconnue et sanctionnée, puisque une fois qu'elle a tué ses enfants, le char du soleil, qui est son ancêtre, vient et l'enlève sur la scène dans une espèce d'apothéose. Je veux pour trois entonner un chant, dire comment le char à 4 pieds a causé ma perte malheureuse, et m'a faite la conquête de la lance argienne, quand ils ont laissé le cheval qui hennissait jusqu'au ciel, rempli d'hommes en armes, à nos portes, les Achéens. La guerre de Troie, c'est un des thèmes les plus importants de l'œuvre dramatique d'Euripide, du moins des pièces qui nous restent. Par exemple, on peut citer dans l'ordre Andromaque, Écube, les Troyennes, Iphigénie en Tauride, Hélène.
Iphigénie à Aulis, ce qui fait, si on le compte de cette manière, 6 pièces sur 17, donc presque un tiers. Et puis on pourrait peut-être, encore que ça fasse partie aussi de l'histoire des Atrides, ajouter Électre. Ce qui est remarquable dans cette place de la guerre de Troie, c'est que toute la vision qu'en donne Euripide est une vision absolument paradoxale. Alors il y a un des paradoxes qui est très célèbre, c'est le fait que Euripide a par exemple dans la pièce qui s'appelle Hélène réhabilité à la suite des sophistes le personnage d'Hélène, qui était un des personnages qui à l'époque classique étaient les plus vilipendés. Autant l'Hélène d'Homère est une Hélène séduisante et pour laquelle on comprend bien qu'on ait fait la guerre de Troie, autant l'Hélène de la tragédie est un personnage monstrueux, profondément mauvais. Et le thème alors misogyne classique devient quand on pense que tant de héros sont morts pour une seule femme. Chez Homère, il y a une vision assez positive de la femme. Bon, par exemple, Andromaque, c'est un personnage absolument positif. Hélène est aussi un personnage positif. Par exemple, Hélène, elle est malheureuse quand elle voit que Paris, c'est une espèce de lâche et qui fait rien pendant la guerre. Tandis que dans toute la tragédie, et dès que ça commence, Échille, la première mention d'Hélène dans Échille, alors c'est terrible, il entend dans le nom d'Hélène le verbe prendre, Hélène, à la horiste, et alors il fait tout un jeu de mots et il dit Éleptolis, celle qui a pris les villes, celle qui a pris les navires, celle qui a pris les hommes. Euripide, par rapport à ça, a réhabilité Hélène en racontant une histoire, mais qui ne vient pas de lui, qui vient d'un poète avant qui s'appelait Stésichore, qu'en fait, c'est pas du tout Hélène qui était partie avec Paris, c'est un fantôme, un double d'Hélène, et qu'Hélène, pendant ce temps, était restée très fidèlement. Alors, c'est une sorte de réhabilitation d'Hélène, mais ça veut dire aussi, ça joue aussi contre la guerre de Troie, que finalement, la guerre de Troie, on l'a faite pourquoi ? Pour un fantasme, purement et simplement. Donc, la guerre de Troie, elle est totalement vidée de son contenu. Alors ça, c'est le premier paradoxe de sa présentation. Et l'autre, alors qui est beaucoup plus général, c'est que quand Euripide parle de la guerre de Troie, il en parle presque systématiquement dans le camp troyen. Et de toute façon, en général, beaucoup de pièces se passent dans le camp troyen, ou se passent plus exactement dans le camp des Troyennes, c'est-à-dire du côté des femmes. Et Cube, par exemple, Andromaque, les Troyennes sont des pièces qui se passent chez les femmes. Et si bien que ce qu'on peut voir dans tout ça, c'est que s'il le présente du côté des femmes, encore une fois, c'est pas du côté des héros, c'est pas du côté des actants de la guerre, glorieux, mais c'est du côté des victimes, des sacrifiés, des gens qui en ont pâti et pas des gens qui l'ont fait. C'est dans le camp du passif et pas dans le camp de l'actif. Donc tout est vu du côté du passif. En tout cas, nulle part, la guerre de Troie ne donne lieu à une appréciation positive. Nulle part. Sauf, quelquefois, quand des chœurs de jeunes filles très naïfs racontent le départ pour la guerre de Troie. Alors ça, c'était un spectacle féerique, c'était merveilleux, mais même à ce moment-là, on voit que... C'est détourné. Puis le spectacle féerique va bientôt laisser place à une espèce de carnage, dont les symboles, d'ailleurs, sont quelquefois présents dès le départ. Et alors, quand on regarde la série de ces pièces sur la guerre de Troie, on s'aperçoit que dès Andromaque, qui est la première des pièces qui vont être consacrées à la guerre, le chœur qui est pourtant, ça c'est tout à fait remarquable, composé de femmes grecques, dresse déjà un bilan très sombre de la guerre. Et par exemple, il parle, ce qui est tout à fait étonnant, de ces luttes sanglantes, sans couronne, comme si personne ne l'avait gagné. Et c'est des femmes grecques qui disent ça. Donc comme s'il n'y avait pas de vainqueur. Alors qu'on sait bien que la guerre de Troie, c'est quand même la victoire des Grecs, c'est la grande saga grecque, la victoire des Grecs sur déjà les barbares. Enfin, c'est une première version, par exemple, des guerres médiques. Et dans ce chœur, les femmes grecques qu'il compose mettent sur le même plan les rois détruits d'Ilion, donc de Troie, et puis, avec le même terme, il est mort aussi, enfin il est parti, l'Atride, c'est-à-dire Agamemnon, qui est tombé sous les coups de son épouse. Et puis aussi la mort de Clytemnestre qui est tuée par Oreste. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que finalement, la guerre de Troie a fait des morts dans tous les camps, des victoires nulle part, et que c'est la conclusion qui est donnée, c'est
c'est une maladie, c'est le mot grec nosos qui est employé, c'est une maladie qui a frappé la Grèce, une maladie qui est tombée sur la Grèce, comme sur la Phrygie, donc sur le pays de Troie, une pluie sanglante. Et si ce chœur me paraît intéressant, c'est parce que je crois qu'on peut dire que c'est la matrice de toute la vision qu'Euripide va avoir de la guerre par la suite. D'une part, on peut remarquer que la guerre est vue par les femmes, du côté des femmes, et que pour elles, manifestement, les exploits guerriers ne comptent pas du tout. Bon, il y a rien, elles ne s'exaltent pas de tout cela, ça leur est complètement égal. La victoire d'Agamemnon n'existe pas, la seule chose qui existe, c'est qu'Agamemnon, rentré chez lui, était massacré par sa femme, et puis après sa femme par son fils. Bon, donc les exploits ne comptent pas, la seule chose qui compte, c'est les pertes, les conséquences désastreuses, les morts d'hommes, ça c'est des citations que je fais, les larmes de femmes, et finalement, la guerre n'a pas d'autre visage que le carnage. On peut remarquer aussi que donc les vainqueurs et les vaincus sont exactement à égalité. Tous ont tout perdu. Et le sort des vainqueurs après le retour réduit à néant l'idée possible d'un triomphe. On peut remarquer que donc barbares et grecs ne sont pas distingués non plus. Ces barbares ont exactement autant d'humanité, d'intelligence, de sensibilité que ces Grecs. C'est pareil. Et même, bon, et là on retrouve un petit peu la leçon de Médée, et même, ils en ont davantage. Et ils en ont davantage, c'est-à-dire que la plupart du temps, les personnages troyens, les personnages, il faudrait dire troyennes, puisque ce sont essentiellement des personnages féminins, qui sont présentés par Euripide, sont infiniment plus humains que les autres. Et que si Euripide choisit le camp barbare, c'est parce que ça lui permet, grâce à la sensibilité des personnages, de mesurer aux Grecs les ravages qu'ont fait leur supériorité ou leur impérialisme. Alors je crois que là, il faut dire rapidement rappeler qu'au moment où écrit Euripide, Athènes est en pleine expansion impérialiste, ce qui va provoquer la révolte des cités alliées tout au long de la guerre du Péloponnèse, et révolte que Athènes traite très durement par des répressions impitoyables, ce qui provoque des afflux d'esclaves féminins à Athènes, et que donc à partir de ce moment-là, l'image d'Athènes se ternit, provoque une crise politique et morale très forte dans la cité. Donc il montre la guerre en acte et il montre les effets de la guerre. Par les femmes qui sont les victimes, donc sans phare aucun, puisqu'elles n'ont pas les oraisons funèbres pour justifier leur sort de la nécessité historique et de l'intérêt national. Et donc montrer les femmes, ça revient à montrer purement et simplement le passif de la guerre, sans discours pour enjoliver la chose. Non seulement parce que les femmes sont les principales victimes de la guerre, par exemple, c'est elles on tue les hommes et elles sont toujours emmenées en esclavage. Et alors on peut dire à ce titre, ça c'est assez beau poétiquement, que l'écho qu'on trouve dans des pièces comme les Troyennes ou dans Hécube, où on voit les femmes pleurer et se demander où elles vont être emmenées et par qui en esclavage et qu'est-ce qu'elles vont faire, alors que c'était des personnages princiers auparavant, c'est une espèce de démultiplication d'une très belle scène de l'Iliade 6 où Andromaque, au moment où elle quitte Hector, lui dit « Et si tu es tué, je vais être emmenée en esclavage ». Et alors, ce qui était vu une fois par Andromaque, dans une très belle scène de l'Iliade, est ici multiplié dans toutes sortes de cas, tout à travers la tragédie d'Euripide. Bon, donc, elles sont les principales victimes, mais aussi, parce que je crois que c'est ça qui est plus important, pour elles, rien ne justifie la mort des hommes non plus. Si bien que la guerre, ça devient purement et simplement le carnage généralisé sans limite. Et alors, il y a des cas tout à fait étonnants, où la dérision est à son comble, parce que quand la guerre est finie, ça recommence. Par exemple, dans Hécube, Troie est détruite. Les deux pièces commencent au moment où Troie est détruite. Alors, Troie est détruite, les Troyens sont battus à plate couture, Achille, le grec, est mort, celui qui est en partie responsable de leur défaite, mais c'est pas fini. Maintenant qu'il est mort, il lui faut encore une victime supplémentaire pour son tombeau. Bon. La guerre est finie, tous les Troyens sont déjà morts, et ça recommence. Et Achille mort, il faut encore quelqu'un. Et on vient chercher une des filles qui reste d'Hécube, pratiquement la seule qui lui reste apparemment, Polyxène, parce qu'il faut encore l'égorger sur le tombeau d'Achille. Donc c'est vraiment une espèce de surenchère, mais c'est pas Euripide qui l'a inventé. Hein. C'est un épisode tout à fait légendaire, épisode qui ne posait de problème apparemment à personne. Alors dans le contexte d'Euripide, ça devient vraiment...
encore, indéfiniment, il faut égorger. Bon, donc Hécube, dont tant d'enfants sont morts, doit encore perdre Polyxène. Et puis après, c'est pas tout. Andromaque est là avec son fils Astyanax. Bon. Et justement, on ne veut pas qu'elle parte avec Astyanax, donc il faut encore égorger Astyanax, il faut plutôt le précipiter du haut des remparts. Et donc, Polyxène va être égorgé sur le tombeau d'Achille et Astyanax encore arrivé. Donc, c'est une espèce de spectacle réaliste, presque hallucinant, qui se produit, où les morts, comme ça, s'accumulent de façon insupportable, et on croit que la défaite a suffi comme sanction, puisque maintenant, apparemment, symboliquement, tout est consommé. Mais non, c'est pas tout. Il y a une espèce de soif, comme ça, absolument infinie, de destruction qui caractérise apparemment le camp grec. Et d'autre part, en dehors de ce spectacle très réaliste, bon, puisque par exemple on voit le corps d'Astyanax complètement déchiqueté sur la scène et que sa grand-mère enterre dans le bouclier d'Hector, on peut dire que toute l'histoire de Troie, telle que Euripide la montre, c'est vraiment en plus une histoire honteuse, et où les Grecs se révèlent comme de véritables barbares. Et c'est par exemple ce que dit Andromaque quand elle quitte la scène. Elle a une très belle phrase où elle dit « Ô Grecs, qui avait inventé des mots barbares ». Les femmes donc sont l'indice passif de cette espèce de bilan de la civilisation qui est fait et qui est tout à fait catastrophique. Mais il n'y a pas que ça. Il y a Euripide fait quelque chose qui est encore beaucoup plus fort, beaucoup plus violent et beaucoup plus accusateur. Dans les Troyennes, non seulement les Troyennes font mesurer tout le mal barbare qu'ont accompli les Grecs, mais il y a une très belle figure qui est la figure de Cassandre. Cassandre, qui est donc une des filles d'Hécube et qui est connue dans l'histoire parce qu'elle était prophétesse d'Apollon, mais Apollon, en rétorsion à une faute qu'elle avait commise, avait fait de telle sorte qu'elle prophétisait toujours la vérité sans pouvoir jamais être crue. Alors Euripide reprend la figure de Cassandre dans les Troyennes au moment où Cassandre, et c'est un passage tout à fait pathétique, va partir avec Agamemnon dont elle est la captive. Elle vient d'avoir été tirée au sort et elle est captive d'Agamemnon. Alors Cassandre, bien entendu, se lamente, bon, comme font toutes les autres captives qui vont partir, mais elle ne fait pas que ça. Après une espèce de moment de délire très beau où elle croit qu'elle part pour se marier alors qu'elle part en fait pour être prise comme captive et pour être sacrifiée puisqu'elle va mourir en arrivant à Mycène. Elle va mourir puisque Clytemnestre va la tuer en même temps qu'Agamemnon. Elle va tuer les deux, Agamemnon et Cassandre. Alors après ce moment de délire, elle dit qu'elle reprend un instant ses esprits et elle juge toute la situation. Et elle donne, dans un passage tout à fait étonnant, sa version de la guerre de Troie, dans une très belle tirade, qui est une sorte de testament, puisque c'est la dernière fois qu'on voit parler Cassandre, avant qu'elle meure, tout le monde sait qu'elle part pour mourir. Et où Cassandre tient ce discours tout à fait surprenant, elle se fait fort de démontrer que Troie, donc qu'on vient de voir s'effondrer sous les yeux du spectateur, est plus favorisée des dieux et plus heureuse que la Grèce. Alors, tous sont morts. Les Grecs et les Troyens, c'est vrai, sont confondus dans un même malheur. Mais, dit-elle, et dans un très beau passage, les Troyens, eux, pendant la guerre, ils sont morts chez eux, avec leurs proches, avec leurs femmes, avec leurs enfants. Ils n'étaient pas privés de la vie quotidienne. Ils n'étaient pas privés de tout ce qui fait aux yeux de Cassandre, c'est-à-dire aux yeux d'une femme, le prix de la vie, la maison, l'affection des proches, la communauté humaine. Mais aussi, ils avaient, quand ils mouraient, les honneurs funèbres qui étaient rendus par des mains amies. Ils étaient enveloppés dans des linceuls par les mains de leurs femmes et portés en terre par tous leurs amis. Et ils ont donc eu, alors ça c'est tout un plaidoyer de femmes, une réestimation de la vie. Ils ont eu, aux yeux de Cassandre, aux yeux de femmes, la meilleure part, d'une part. Donc il y a toute une réestimation sur la guerre et la paix. Mais il y a beaucoup plus, parce qu'elle explique que en fait, s'ils ont eu droit à cela, c'est qu'il y a une justice. Et s'ils ont pu profiter de ça, les Troyens, c'est-à-dire de leurs proches et tout, c'est parce que eux, ils n'étaient pas partis loin de chez eux. Et pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas partis loin de chez eux? Parce que eux, ils n'ont pas livré une guerre dont elle dit très bien, la guerre que menaient les Grecs, que ce n'est pas une guerre qui avait pour fin la défense de ses propres murailles, ni le souci du territoire. Si bien que, alors, ce qui est très beau dans ce texte, c'est que le point de vue féminin devient du coup un point de vue historique et politique. Et que c'est par une femme,
Et alors, c'est très beau parce que Cassandre, c'est celle que personne ne doit jamais croire. Mais ici, quand elle s'adresse au public, bon, le public athénien ne peut quand même que comprendre aussi ce qu'elle dit. Donc ici, Cassandre bon, est faite et douée par Euripide, et plus par Apollon, mais du pouvoir de se faire comprendre. Benjamin disait que les Grecs sont morts, en fait la civilisation grecque est morte de n'avoir pas donné sa place aux femmes et aux enfants. Et dans le texte de Cassandre, bon, la civilisation troyenne, elle savait donner sa place aux femmes et aux enfants. Ô mon enfant et Théocle, tout n'est pas misère dans la vieillesse. L'expérience sait parler avec plus de sagesse que la jeunesse. Pourquoi t'abandonnes-tu, mon fils, à la plus funeste des divinités, à l'ambition? N'agis pas ainsi, c'est une déesse injuste. Les Phéniciennes, c'est une pièce de la fin de la production d'Euripide et qui reprend un des épisodes les plus connus de la tragédie grecque puisqu'il s'agit de l'histoire des Labdacides, c'est-à-dire de la famille d'Édipe. Alors ça a donné lieu à 3 épisodes tragiques. Le premier, c'est la malédiction d'Édipe, son mariage avec Jocaste et la découverte de son inceste et de son parricide. Le second, c'est la suite de la malédiction qui se reporte sur les 2 fils d'Édipe et qui donne la lutte entre Théocle et Polynice, qui a donné lieu à une pièce d'Échille qui est très connue et très belle, les 7 contre Thèbes. Et le troisième épisode, enfin, c'est l'épisode de l'affrontement entre Antigone et Créon, pour obtenir le droit pour Antigone d'enterrer celui de ses 2 frères que Créon et la cité ont déclaré coupable. Alors, les Phéniciennes d'Euripide reprend essentiellement le second de ces 2 épisodes, c'est-à-dire la lutte des 2 frères entre Théocle et Polynice, mais avec un traitement tout à fait surprenant, puisque dans la pièce d'Euripide, on voit reparaître Édipe et Jocaste, qui devraient être l'un et l'autre, Jocaste en tout cas morte, puisque normalement elle s'est pendue après la révélation de la vérité. Et d'autre part, dans la pièce d'Euripide, on trouve aussi Antigone, qui normalement n'a rien à faire à ce moment-là entre ses 2 frères, Théocle et Polynice, et qui ne devrait reparaître qu'après le combat fratricide entre les 2. Combien de maisons et de cités heureuses où elle est entrée, et d'où elle n'est sortie que pour la ruine de ceux qui l'ont fréquentée. C'est elle qui te rend insensé. Ce qui est très frappant dans cette pièce, c'est que tout se passe comme s'il avait arraché Jocaste à la mort, puisque normalement elle devrait être pendue, et Édipe à l'exil, lequel Édipe, on nous le dit dès le prologue, a été enfermé par ses 2 fils au fond du palais. Comme s'il les avait donc arrachés à la mort et à l'exil pour les rendre témoins du nouvel épisode malheureux de leur famille, et comme s'il avait déjà fait paraître Antigone pour qu'elle soit elle aussi témoin de tout cela. Ce qui signifie qu'il y a une espèce d'accumulation des épisodes du malheur, ce qui donne un effet d'accablement. Les protagonistes des anciens drames sont encore là pour assister aux nouveaux malheurs qui se précipitent sur leur famille. Et le temps ne laisse donc pas aux personnages la possibilité, qui est normalement la possibilité du tragique, de tirer la leçon de leurs épreuves. Mais à peine ils en ont subi une, qu'il faut en subir une autre. Alors on peut se demander pourquoi il y a une pareille accumulation. On peut peut-être le relier au fait que chez Euripide, c'est très frappant dans les Phéniciennes, finalement les dieux ne sont plus pour rien dans ce qui arrive aux hommes. La nuit, à la paupière d'ombre, et la lumière du soleil parcourent d'un pas égal le cercle de l'année, et aucune d'elles n'est jalouse de l'autre malgré sa défaite.
Ainsi donc le soleil et la nuit acceptent la servitude pour le bien des mortels. Et toi, tu ne consentiras pas, possédant la moitié de l'héritage paternel, à lui concéder l'autre moitié? Mais alors, où est la justice? Quoi? Cette royauté, n'est-ce pas une injustice heureuse? Chez Euripide, l'histoire est tout à fait laïcisée. Pourquoi, par exemple, à Scétéocle, les Polynices se battent? La malédiction paternelle est certes présente dans le prologue, mais en fait, elle ne compte pas tellement. Ils se battent pourquoi? Parce que tous les deux veulent le pouvoir, qu'ils sont tous les deux ambitieux, qu'ils ne veulent pas obéir au principe d'alternance qui avait été décidé entre eux pour donc régler le partage du pouvoir entre eux, et que finalement, chacun travaille pour son propre intérêt, et qu'ils ne sont plus du tout les fils maudits de la légende mythique, mais qu'ils sont beaucoup plus, c'est très clair étant donné le contexte politique, les représentants de la dissension politique, de la dégradation de la vie politique que Euripide dénonce constamment, comme Thucydide à la même époque, et qui fait que tous les hommes politiques obéissent à leur ambition, que plus personne n'a en vue l'intérêt collectif de la cité. Et que le résultat, c'est ce qui fait tellement peur aux Grecs, c'est-à-dire la guerre civile, la stasis, dont les Phéniciennes donnent l'image en plein, dans cette pièce, du fait qu'il a fait comparaître toutes sortes de personnages qui normalement ne devraient pas être là. Et en particulier Jocaste, qui vient dire le prologue dans cette histoire où normalement elle n'a strictement rien à faire, puisqu'encore une fois, elle devrait être morte depuis longtemps. Euripide, dans le même temps où il dénonce radicalement le mal qui accable la cité dont il est contemporain, accumule pourtant d'une certaine manière les personnages qu'on peut appeler positifs, comme on dit dans la tradition marxiste. Et alors ces personnages positifs, ce sont justement trois personnages dont il invente la présence ici, ou qu'il innove en faisant paraître. Ces trois personnages, c'est Jocaste, Antigone, et puis un personnage qu'il a inventé de toutes pièces, qui est un jeune fils du roi Créon, et qui s'appelle Ménécée. Alors, le premier de ces personnages positifs, c'est Jocaste, qui est une vieille femme, qui arrive au prologue de façon très impressionnante, le crâne rasé, en signe de deuil, et qui incarne donc le deuil même. Elle porte d'une certaine manière tout le poids du monde sur ses épaules. C'est elle, donc cette vieille femme, qui normalement n'a rien à voir dans la vie politique, qui a obtenu une trêve dans la guerre, pour que les deux frères essaient de se parler. Évidemment, au lieu de se parler, ils s'affrontent dans un agone tout à fait irréductible. C'est elle qui va au fond tenir un des seuls discours politiques justes qu'il peut y avoir dans la pièce. Elle plaide l'égalité contre la rivalité. Elle plaide aussi contre le goût du pouvoir. Elle voudrait bien régler le cours de la vie politique sur ce qu'elle donne comme modèle, c'est-à-dire le cours de la vie naturelle. L'alternance, par exemple, qui règle le cycle de la nature et qui fait que le jour succède à la nuit, que les saisons se succèdent aussi, et que toutes les contradictions, jour, nuit, hiver, été, se résolvent en un cycle harmonieux. Elle voudrait essayer de faire entendre raison, au sens fort du mot, et bien entendu, elle n'y arrive pas, et le combat fratricide aura lieu. Ensuite, c'est cet étrange personnage de Ménécée, donc Euripide a inventé de toutes pièces, qui intervient à son tour pour sauver Thèbes, au moins. Euripide a en effet inventé un oracle. Un oracle, toujours le même type d'oracle, un oracle qui vient dire au roi en place que Thèbes sera perdue s'il ne sacrifie pas son fils. Alors, le roi se dérobe immédiatement, il ne veut pas sacrifier son fils, c'est plus du tout de ces rois héroïques qui comprennent l'intérêt de la cité et qu'il faut perdre leur famille pour sauver la cité. Mais à ce moment-là, Ménécée, en cachette, va se sacrifier en se précipitant d'un rocher. Et avant de se précipiter de ce rocher, il prononce un discours, qui est un magnifique discours politique, civique, qui est une sorte de plaidoyer pour la collectivité, pour le sacrifice précisément de l'intérêt personnel à la vie de la cité. Mais ce discours, il faut remarquer que dans le dispositif d'Euripide, personne ne l'entend. Il est seul sur son rocher à l'extérieur de la cité, et les seuls qui l'entendent, c'est des personnages dont on va reparler tout à l'heure, c'est le chœur des jeunes filles phéniciennes, qui sont filles barbares, qui sont donc exclues à double titre de la vie de la cité. Et Thèbes sera finalement sauvée, et pas les deux frères, mais la leçon politique restera tout à fait lettre morte. Et enfin, le dernier personnage, c'est Antigone, qui va aller sur le champ de bataille avec sa mère, Jocaste, pour tenter de s'interposer pour éviter le massacre, mais ce sera en vain. Alors, ce qu'on peut dire pour résumer tout ça, c'est que se font entendre avec ces trois personnages que j'ai appelés positifs, trois voix, qui sont des voix à la fois conciliatrices et héroïques, et sages.
Mais ces trois voix-là se font entendre pour rien. Ménécée disparaît, Antigone ne réussira pas, elle se transformera finalement, comme le dit la pièce, en bacchante des morts, et Jocaste, ce qui est peut-être le plus beau symbole de la pièce, va, elle qui se pendait dans la tradition après la révélation du parricide et de l'inceste de son fils, elle se suicide en travers du corps de ses deux fils, donc dans un geste symbolique, puisqu'elle les réunit dans la mort, les deux fils qui se sont donc séparés. Elle évite d'une certaine manière symboliquement la guerre civile en reconstituant l'unité perdue, ce que la pièce appelle l'attelage des deux frères jumeaux, mais en même temps c'est tout à fait tragique, puisque bien entendu cette conciliation ne se fait que dans la mort et qu'elle ne sert strictement à rien. C'est donc le caractère utopique, résolument utopique, de ces trois figures positives qui vient dans ce cas-là finalement confirmer le caractère absolument pessimiste et tragique. Bon, il y a des figures positives, mais elles ne peuvent pas s'incarner, elles ne peuvent pas infléchir le cours de l'histoire, elles ne font que regretter le fait que ces personnages soient hors circuit, qu'il n'ait plus aucune place, qu'ils attestent peut-être qu'il y a eu dans le temps, ou qu'il pourrait y avoir dans les marges de la société d'autres voies possibles, mais qu'en fait l'histoire ne leur laisse plus aucune place. Donc la pièce d'Euripide est absolument consternante. La pièce d'Euripide a encore une autre particularité. C'est que toute cette pièce fait intervenir comme chœur. Donc le chœur joue un rôle, comme on le sait, décisif dans la tragédie. C'est la voix qui alterne avec les voix singulières. Cette pièce fait intervenir comme chœur des Phéniciennes. C'est un chœur tout à fait surprenant, paradoxal, de filles barbares. Et on sait que la pièce avait eu beaucoup de succès à cause du caractère résolument oriental dans les costumes, dans la musique de ces filles barbares. Ces filles barbares ne cessent pas de dire, de répéter constamment leur origine asiatique, de dire qu'elles viennent de Tyr en Phénicie, et de dire toute la distance qui les sépare de l'histoire qui se joue devant elles. Mais en même temps, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'elles révèlent que si elles sont de passage ici à Thèbes, elles se rendent à Delphes, comme offrande à Apollon. Si elles sont de passage à Thèbes, c'est parce que ces Grecs qui sont là devant elles et qui habitent Thèbes sont en fait des cousins. Et elles révèlent de cette manière que ces Grecs, si grecs, puisque l'histoire d'Édipe, c'est peut-être l'une des plus grecques de toutes les histoires tragiques, les plus autochtones, des plus traditionnellement et typiquement grecques, en fait, que ces Grecs sont cousins, et cousins très proches des barbares. Elles viennent de Tyr en Phénicie, et elles rappellent que le fondateur de Thèbes, c'est-à-dire le roi Cadmos, venait lui aussi de Tyr comme elles. Donc au fond, elles ne font que refaire son propre voyage. Et elles viennent ici, donc comme étrangères, mais ces étrangères sont l'origine même des Grecs qui sont ici et qui donnent l'exemple du comportement que nous venons de voir. Or, c'est tout à fait remarquable, parce que Cadmos, c'était le fondateur de la ville de Thèbes, d'une ville d'hoplite, d'une ville guerrière, d'une ville résolument grecque, et on sait qu'il avait fondé cette ville sur le conseil d'Athéna, la déesse sans mère, comme le disent les Phéniciennes. Il avait fondé cette ville après avoir tué un dragon en semant dans la terre les dents du dragon, et de ces dents du dragon semées dans la terre était sortie une moisson d'hommes en armes, tout armés, les guerriers, les premiers habitants de Thèbes, qui se sont d'ailleurs immédiatement dévorés entre eux, enfin entretués, à l'exception de 5 d'entre eux. Donc voilà pour une part ce que signifient les Phéniciennes. Et alors ces Phéniciennes, qui sont étrangères et cousines en même temps, relisent, donc, dans un premier temps, elles détruisent, ou elles soupçonnent, ou qu'est-ce qu'on peut dire encore, elles contestent toute la fameuse thèse dont les Grecs tiraient une grande fierté, qui était la thèse de leur autochtonie. C'est-à-dire que les Grecs sont nés de la terre grecque, ils n'ont rien à voir avec les étrangers, il y a une espèce de pureté de la race, et cette pureté qui se manifeste en particulier dans tout l'idéal de l'hoplite. Or, ces Grecs sont en fait des barbares. Ils sont cousins des barbares et ils sont d'origine barbare. Alors, ces Phéniciennes sur scène, bien entendu, elles parlent. Et elles relisent à leur façon l'histoire d'Édipe. Et c'est tout à fait intéressant, parce que quand on regarde de près ce qu'elles racontent dans les chœurs, et on n'a pas souvent l'habitude de regarder de près ce que disent les chœurs, on s'aperçoit qu'elles ont une toute autre version de l'histoire. Elles montrent une autre fatalité que la pure fatalité divine d'une malédiction. Alors cette fatalité, par exemple pour elles, c'est la fatalité de la rapacité et de la guerre.
Et cette fatalité, pour elle, a deux figures. D'une part, c'est la Sphinx, dont elle repère l'intervention à plusieurs moments, la Sphinx qu'elles appellent dévoreuse d'hommes, et d'autre part, c'est ce qu'elles appellent le cortège d'Arès, Arès le dieu de la guerre. Et finalement, ce sont les deux divinités qui président, ou les deux figures mythiques qui président à la destinée de Thèbes, depuis le début. Et c'est elle qui rappelle cette fondation par une moisson d'hommes casqués qui s'est levée de la terre à la place de ce qu'eût été la moisson naturelle, la moisson qu'il y avait auparavant, qui était la moisson des épis, et qui était le cours dionysiaque. Par conséquent, ce que montrent les Phéniciennes, c'est que Thèbes, au fond, est par tradition, depuis son origine, une ville monstrueuse, une ville de guerriers. Et alors cette monstruosité, elle lui donne un nom. À deux reprises, pour parler de la Sphinx ou pour parler d'Arès, elles emploient deux mots très proches, l'un qui est amoussos et l'autre qui est paramoussos. Amoussos, ça veut dire sans musique ou sans culture, et paramoussos, ça veut dire contre-musique ou qui fait des fausses notes, enfin dissonant. Et en plus, alors non seulement elle raconte cette histoire en la lisant selon une autre grille, mais par leur propre présence, par leur attitude, par leur discours, elles opposent une autre voix. Parce qu'elles ont quelque chose à proposer. Une voix qui est une voix qu'on pourrait appeler poétique ou lyrique, et qui est ce qu'elles opposent au cortège d'Arès, ce qu'elles appellent le cortège de Dionysos. Contre le cortège d'Arès, qui est un cortège en armes, violent, destructeur, dissonant, elles opposent le cortège d'Arès, qui est un cortège musical, comme le leur, où résonnent la flûte et le tambour, qui est un cortège heureux, un cortège fécond, un cortège qui signifie la profusion végétale, la vie, la nature et la musique. Et en même temps, on peut remarquer que les Phéniciennes incarnent tout à fait ce cortège dionysiaque, qui est aussi le cortège de la conciliation. Parce que d'un bout à l'autre, elles sont, attentives, compatissantes. Pour elles, comme pour Jocaste, les deux frères sont égaux, ce sont les enfants d'un même attelage. Ils sont tournés l'un contre l'autre par la monstruosité de leur histoire et de leur ambition, mais elles, les Phéniciennes, accordent exactement la même attention aux uns et aux autres. Elles n'entrent pas du tout dans la logique de la rivalité. Et on peut dire que les Phéniciennes, d'une certaine manière, incarnent ce qu'on pourrait appeler une espèce de voix de la communauté, sous le patronage de Dionysos, et qui représente cette voix du lyrisme et cette voix du cœur, et bien entendu on peut écrire cœur des deux manières, si bien que les Phéniciennes, dans cette pièce qui est absolument désespérée, qui n'a opposé au désastre historique que des figures, comme nous l'avons vu, qui sont des figures utopiques, on peut dire que les Phéniciennes, c'est peut-être la seule voix qui soit en même temps une sorte d'indication sur la possibilité d'une espèce de contre-histoire. Innombrables sont les manifestations de la volonté divine. Innombrables aussi les événements qu'ils accomplissent contre notre attente. Ceux que nous attendions ne se réalisent pas. Ceux qu'on n'attendait pas, un Dieu leur fraye la voie. Les Bacchantes, c'est l'histoire de la tentative de Dionysos qui vient à Thèbes pour essayer de faire reconnaître son culte et qui est écarté, refusé violemment par le roi de Thèbes, Pynthée. Par le roi de Thèbes et par les femmes de la maison royale, c'est-à-dire Agavée, la mère du roi, et ses deux sœurs. Alors, la pièce commence par la présentation de Dionysos par lui-même, qui explique d'où il vient, son origine, qui vient accompagné de son propre chœur, c'est-à-dire que le chœur est ici donc l'accompagnant du protagoniste, un chœur de Ménade qui vient avec lui d'Orient. Alors, le premier geste de Dionysos, c'est de envoyer les femmes de Thèbes dans la montagne, c'est-à-dire de les libérer de leurs fonctions domestiques. Il les envoie dans la montagne où elles vont rejoindre le chœur des Ménades. Et toute l'histoire de la pièce est l'affrontement entre Dionysos et Pynthée, d'abord sous forme d'une tentative de reconnaissance qui échoue,
Pynthée, à ce moment-là, fait enfermer Dionysos dans son palais, il l'emprisonne. Dionysos se libère immédiatement. Dionysos essaie de faire entendre raison à Pynthée qui refuse, et au moment où Dionysos comprend que Pynthée ne veut pas comprendre, à ce moment-là, Dionysos a l'idée d'une espèce de subterfuge ou de piège. Il invite Pynthée à venir lui-même dans la montagne voir ce qu'il en est des femmes et les défaire, enfin se moquer d'elles et les défaire. Pynthée part dans la montagne déguisée par les offices de Dionysos en bacchante pour passer inaperçu. Il part dans la montagne, il va les épier, les femmes le reconnaissent. Il essaie de s'échapper en montant au sommet d'un arbre, mais les femmes l'aperçoivent au sommet de l'arbre et armées de la puissance que leur donne Dionysos, et une espèce d'exaltation bachique, le texte dit que toute la montagne est entrée en transe, elles abattent l'arbre, Pynthée s'effondre, les femmes se jettent sur lui, sa propre mère et donc ses tantes ne le reconnaissent pas, possédées qu'elles sont par l'esprit dionysiaque, c'est-à-dire qu'elles sont entrées dans une espèce d'identité autre, identité sauvage, identité de bacchante. Elle le déchire et Agavée revient sur scène, toujours prise dans son délire dionysiaque, en portant la tête de son propre fils qu'elle a donc dépecé, et elle croit que cette tête est la tête d'un lion. Elle se vante sur scène de son triomphe, du succès heureux de sa chasse, jusqu'au moment où le père d'Agavée, c'est-à-dire le grand-père du roi Pynthée qui est mort, ramène Agavée à la raison, en essayant de lui faire voir d'abord le ciel, et enfin ses yeux retombent, ses yeux dessillés retombent sur la tête qu'elle porte dans les mains. Elle reconnaît à ce moment-là que c'est son propre fils, elle est effondrée, et la pièce s'achève sur un dialogue entre Cadmos, Agavée et Dionysos. Cadmos et Agavée, atterrés par ce qui leur est arrivé, se plaignant à Dionysos, mais en même temps reconnaissant la justesse terrible de ce qui est arrivé, et Dionysos leur disant « oui, mais c'est trop tard ». Avec les Bacchante, on arrive à la fin de la production d'Euripide. Euripide, à la fin de sa vie, avait quitté Athènes. Il s'était réfugié en Thessalie, où il avait été invité. S'il a quitté Athènes, c'est probablement qu'il était extrêmement déçu de l'expérience athénienne ou de la manière dont tournait l'histoire d'Athènes. Et quand il est en Thessalie, il écrit donc 2 pièces, qui sont les Bacchante et Iphigénie à Aulis, qui seront représentées après sa mort l'une et l'autre. Alors, le lieu des Bacchante, c'est encore, comme dans les Phéniciennes, Thèbes. C'est donc la ville d'Édipe, la ville de Cadmos, la ville des 7 contre Thèbes d'Échille, qui est, cette fois, investie par Dionysos et par son cortège des Bacchante. Et cela va donner une nouvelle tragédie qui est probablement la plus terrifiante de toutes celles qu'il y a dans l'œuvre d'Euripide. Dionysos se venge impitoyablement de Thèbes, parce que Thèbes n'a pas voulu le reconnaître. Dionysos est venu à Thèbes pour essayer de faire reconnaître son culte de la ville de Thèbes. La ville refuse, et Dionysos se venge de ce refus, d'une part en faisant mourir le roi de Thèbes qui s'appelle Pynthée d'une façon atroce. Vienne la justice, qu'elle se manifeste, qu'elle vienne armée de son glaive, qu'elle le tue, qu'elle transperce la gorge de cet être sans foi, sans loi, sans justice, le fils d'Échion, enfant de la terre. Avec les Bacchante, le cortège d'Arès et le cortège de Dionysos, cette fois, sont absolument face à face. Et ils s'affrontent. Et c'est entre eux que se passe l'agone. Et les termes de cette agone sont cette fois très clairs. Alors, d'un côté, il y a Pynthée. Pynthée, c'est le roi de Thèbes. D'autre part, Pynthée, dans la pièce, c'est un roi orgueilleux, c'est le type exacerbé du tyran, qui est sûr de son fait et de son bon droit. D'autre part, c'est aussi un roi méprisant qui affiche son dédain pour les étrangers au nom de la supériorité des Grecs. Et dans un agone avec Dionysos, il va précisément dire de façon très claire que les Grecs sont supérieurs à tous les barbares. Il n'a que mépris pour les barbares. Et bien entendu aussi, bon, ça va ensemble, je pense que maintenant on l'a compris, il est extrêmement méprisant pour les femmes. Il est aussi misogyne que l'était Hippolyte ou Oreste dans les 2 pièces de Euripide qui portent ce nom-là. Et il est le représentant d'une idéologie très grecque, au fond,
qui rêverait, on le sait, c'était le cas d'Hippolyte et d'Oreste, un monde sans femmes, où les hommes se reproduiraient entre eux, donc comme les guerriers peuvent se reproduire ou naître directement de la terre, sans devoir subir cette malédiction de la reproduction sexuée et différenciée qui passe par les femmes. Et de l'autre côté, c'est Dionysos, qui se dit d'emblée asiatique, oriental. Alors là, il faudrait faire une parenthèse sur l'origine réelle de Dionysos. En fait, Dionysos n'est pas du tout oriental d'origine. Il semble même qu'il appartienne au fond grec très ancien, puisqu'on l'a trouvé tout récemment attesté, son nom attesté dans des textes mycéniens. Mais ce qui est très important, c'est que Euripide, en toute connaissance de cause, le désigne comme oriental, comme étranger, comme barbare. D'autre part, Dionysos, c'est le dieu des syncrétismes. Il le dit aussi tout de suite au début, il vient des cités où les Grecs se mêlent aux barbares. C'est un dieu qui ne fait de distinction ni d'âge, ni de sexe, ni de race, ni de classe. C'est, on le sait par les traits du culte dionysiaque, c'est le dieu des paysans aussi bien que des esclaves. Et c'est le dieu, comme le dira le chœur plus tard, le dieu des humbles, des gens inestimés socialement, de ce que les Grecs appellent les pholoi, ceux pour lesquels, bien entendu, les hoplites n'avaient que mépris. Troisième point, Dionysos est aussi le dieu des champs féconds en or, comme dit la pièce, qui ne connaît pas les limites des murailles d'une ville. C'est le dieu des montagnes, le dieu du vin et du lierre. C'est le dieu dont le culte est végétal et animal. Et c'est le dieu qui va opposer constamment son thyrse, donc cette espèce de symbole végétal, aux armes métalliques qui sont le signe de Pynthée. Et enfin, ça c'est très important, c'est le dieu Télumorphos, c'est-à-dire le dieu qui a l'apparence d'une femme. Il a une longue chevelure, il a une longue robe, il est à l'opposé de ces jeunes athlètes dont parlent les textes grecs, qui sont toujours à la palestre, comme les Théocles, par exemple, des Phéniciennes, qui s'occupent tout le temps à s'exercer aux armes, qui ont le teint hâlé, parce qu'ils ne mènent pas la vie d'une femme confinée à l'intérieur de la maison. Dionysos, c'est tout le contraire. C'est un dieu, on le sait, dont le culte est essentiellement féminin, et on le voit très bien dans les Bacchantes, les seuls qui le suivent sont des femmes. C'est un dieu qui se dit très hautement fils d'une femme, Sémélé, et c'est un dieu qui se réclame constamment des déesses mères, alors que bien entendu Pynthée est au contraire le fils de son père. Et à partir de là, bien entendu, le conflit ne peut qu'être extrêmement violent. Le conflit se fait en deux temps. Il y a un premier temps pacifique, où Dionysos se borne, ce qui est très intéressant, à jouer son rôle libérateur, Lucios. Il est arrivé donc dans Thèbes, il veut faire reconnaître sa divinité, et la première chose qu'il fait, c'est qu'il libère les femmes du gynécée, de la navette, et des activités où leur rôle social les confine. Il les envoie dehors, il les envoie sur les montagnes, rejoindre et grossir la troupe des Ménades. Et là-bas, elles mènent une vie idyllique, dont le premier chant du chœur, qu'on appelle la parodos, puis ensuite un récit du messager, vont venir rapporter le comportement très calme, le bonheur épanoui. Elles épanouissent par exemple leur maternité, puisqu'elles allaitent aussi bien les petits des animaux que les petits des hommes. Et alors ça, quand on repense à Médée, c'est très important, puisqu'on sait bien comment tout le geste de Médée, c'était une protestation contre le statut qui était fait à la cité grecque, par la cité grecque à la maternité des femmes. Alors Dionysos, au contraire, il fait des femmes des mères pleinement mères, et il exalte leur maternité. Et pourtant, si on écoute bien et le chant du chœur et le récit du messager, tout cela n'est pas anodin, parce que le messager rapporte aussi une de ces scènes d'homophagie qui faisait partie du culte de Dionysos, l'homophagie, c'est-à-dire manger la chair crue. Et à un moment, dit le messager, les femmes, se croyant menacées et chassées, et ça on va le voir c'est très important, entrent dans une espèce d'état bachique, elles se jettent sur les troupeaux de ceux dont elles croient qu'ils les attaquent, donc de ceux qu'elles imaginent être leurs agresseurs, et sans armes, ça c'est la force miraculeuse du Dionysis, elles dépècent les animaux. Bon. Puis elles ravagent les plaines pour se venger et se protéger à la fois. Elles couvrent leurs ennemis de sanglantes blessures, dit le texte, avec le pouvoir de leur seul thyrse, c'est-à-dire l'espèce d'un symbole végétaux. Et alors, de cette manière, les deux troupes s'affrontent, enfin ceux qui ont des armes et puis ceux qui ont simplement le thyrse, et la puissance des thyrses est bien supérieure aux armes. C'est bien qu'on voit, ce qui était tout à fait imprévisible dans les Phéniciennes, que Dionysos, quand il se sent agressé, ou quand ses prêtresses, ou les femmes qu'il représente se sentent agressées, peut se transformer en un Arès redoutable. Et si Pynthée avait compris le texte du messager, il aurait pu entendre la leçon.
Alors, au lieu de cela, au lieu de comprendre, Pintée se durcit dans son refus, bon, dans sa résistance et dans sa tyrannie. Il fait enfermer Dionysos. Bon, mais comme Dionysos a tous les pouvoirs, bien entendu, Dionysos se libère lui-même, ébranle le palais, il fait s'écrouler les obstacles, le palais s'écroule, on ne sait pas exactement comment c'était représenté sur la scène, mais en tout cas les murailles du palais, qui sont les remparts symboliques de cette forme de pouvoir que représente Pintée, s'effondrent. Et Dionysos, à ce moment-là, apparaît à Pintée et tente de se faire reconnaître de lui. Enfin, il se fait passer pour un prêtre de Dionysos, il tente de se faire reconnaître de lui. Bien entendu, rien à faire. Pintée n'est que mépris, menace, obstination et violence. Et alors, je crois qu'il faut bien comprendre cela. C'est à ce moment-là, dans cette scène entre Dionysos qui se fait passer pour un prêtre de Dionysos et Pintée, que Dionysos comprend tout d'un coup que jamais Pintée ne l'acceptera. Et alors, à ce moment-là, dans le texte, c'est quelque chose d'étonnant. Il y a un vers qui est réduit à une syllabe. Bon, c'est A. A, enfin Dionysos, on ne sait pas ce qu'il fait, crie, s'exclame, comprend. Tout se retourne, tout change. Et à ce moment-là, on pourrait dire, en reprenant la phrase qui est dans Les Liaisons dangereuses, eh bien la guerre. Alors, la cruauté de Dionysos va être aussi atroce que celle de Médée. Mais je crois qu'il faut bien insister là-dessus. Au sens grec, elle est aussi juste. Et d'un bout de la pièce à l'autre, ça va être répété. Cette vengeance atroce, insupportable, qui fait que, par exemple, la mère de Pintée va arriver sur scène en portant la tête de son fils qu'elle a tué. Et elle croit que c'est la tête d'un lion. Elle se venge, elle est toute triomphante, jusqu'au moment où elle va reconnaître sur scène, en revenant à elle, qu'elle a tué son propre fils. Et pourtant, jusqu'au bout, même les personnages qui en sont victimes vont dire endikos, c'est-à-dire c'est en toute justice. Alors, pourquoi est-ce que c'est en toute justice? Bon, c'est une fin donc violente et très énigmatique, extrêmement déroutante. Et on peut se demander comment ce Dieu qui a fait jusqu'ici figure si positive peut en venir à de pareilles extrémités. Et alors tous les commentaires sur les Bacchantes sont très déroutés par cette question. Ce qu'on peut comprendre, bien entendu, ce qui est le plus facile à comprendre, c'est que Pintée soit cruellement puni, bon, puisqu'il n'a pas voulu reconnaître. Et puis alors en plus, il faut voir comment Pintée est puni. Pintée est puni en étant pris au piège de ce qu'il est lui-même, puisque au moment où Dionysos découvre que Pintée ne comprendra rien, où il pousse ce A, comme ça, isolé dans un verre, il retourne complètement Pintée qui veut aller agresser les Bacchantes et il lui dit « Mais est-ce que ça t'intéresserait pas de les voir ?» Et Pintée dit « Oui, bien sûr », et on découvre que ce Pintée si misogyne, en fait, est absolument hanté de fantasmes sexuels et qui veut aller voir les Bacchantes dans les montagnes parce qu'il est persuadé qu'elles se livrent à la débauche. Alors Pintée, en fait fasciné par ça, qui a très envie de voir les femmes et de se transformer en voyeur, est piégé par ça, par Dionysos, qui lui dit « Ah, mais si tu veux aller les voir, il faut te déguiser en femme, parce qu'autrement tu ne pourras pas accéder. » Et donc ce Pintée, qui est si misogyne, qui est les femmes, qui est les hommes à aspect de femmes, fait sa dernière apparition sur scène, avant d'apparaître morcelé, bon, puisqu'il va réapparaître en petits morceaux à la fin. Il fait sa dernière apparition en robe et déguisé en bacchante, ce qui est vraiment une espèce de retournement terrible du sort. Alors ça, c'est vraiment l'arroseur arrosé, enfin c'est absolument juste. Et même que Pintée à la fin soit déchiré par les bacchantes, après tout, vraiment il ne l'a pas volé. Alors que chez Échille, par exemple, on pouvait composer avec les excès ou rétablir peu à peu un équilibre, et que chez Sophocle, on pouvait tempérer l'orgueil humain par sa confrontation avec une vérité divine, chez Euripide, ce qui est très frappant, c'est qu'il n'y a plus de quartier ni d'un côté ni de l'autre. Enfin, tout est... le système est absolument crispé, il est indéplaçable. Jamais Médée, jamais Hécube, jamais Dionysos ne se vengeraient de cette manière si atroce si ils avaient une place possible, si on voulait bien les compter pour quelque chose. Dionysos est exclu. Bon, il n'a aucune place. On ne veut pas de lui. Et finalement, c'est ça qui justifie la violence de la fin. Puisque l'exclusion de tous ces personnages, c'est pas une exclusion anodine. Il y va, et c'est ce que montre Euripide, en fait, il y va de toute l'histoire de la cité, toute l'histoire de l'histoire même. Enfin, la cité court à sa perte, la cité est en crise, l'histoire est en panne,
Et je crois que Euripide a mesuré plus que beaucoup, peut-être même plus que Thucydide, combien cette merveilleuse civilisation grecque était proche de sa fin, et combien le culte du héros qu'il avait fait et le culte de l'individu, finalement, était catastrophique. La preuve, c'est que dans sa dernière pièce, l'une des deux, il fait réenvahir la scène par le cœur. Alors qu'on peut dire que toute l'histoire de la tragédie grecque, c'est au départ, il n'y avait que le cœur, puis on a détaché un personnage du cœur, c'est Échille, puis un second, puis un troisième. Donc finalement, on peut dire que toute l'histoire de la tragédie grecque, c'est la promotion du héros sur le fond du cœur. Et ce qui se passe dans les Bacchantes, c'est que c'est la destruction du héros par le cœur.